Il y a un passage où on voit que Jean-Michel m'a pas mal intéressé. C'est la rafle qui a eu lieu rue Garancière le 23 mars 1944. Donc, pour commencer, au départ, je vais vous mettre un peu en phase avec ce qui se passait quelques mois avant la rafle qui avait eu lieu. Je vais appeler ça en quelque sorte les prémices. Donc les Allemands suspectaient depuis longtemps Louis Ternoir d'exercer une activité clandestine et d'entretenir des liens étroits avec la résistance. Le 10 décembre 1943, il décide d'arrêter à son domicile, rue de Rennes, Louis Ternoir et de l'emprisonner pour 42 jours à Fresnes. L'étau déjà semblait se resserrer autour de Francis Queguet, dont Louis Ternoir était vraiment l'un de ses proches. Juste avant la descente, donc le 23 mars, rue Garancière, pour y passer cette rafle, le journal de l'Action française déclarait dans ses colonnes que tous les fils de la conspiration gaulliste se trouvaient rue Garancière. Il n'en fallait pas plus pour que la Gestapo se rende rue Garancière. Ils espéraient arrêter Georges Bidault et Francis Queguet, qui pourrait être le nouveau président du CN, donc le Conseil national de la Résistance. Fort heureusement, aucun des deux ne s'y trouvait. Ils furent ainsi épargnés de la torture que dut subir Louis Ternoir, Jean-Denis Muller et Gaston Garot. Après ces atroces sessions de torture, Louis Ternoir perdit un œil. Gaston Garot, donc, raconte l'histoire dans le livre, je vais vous parler un tout petit peu de lui, et ensuite pour expliquer comment j'ai lu la journée du 23 mars. Donc Gaston Garot nous raconte comment l'arrestation s'est-elle passée. Lui avait commencé donc par vendre l'Aube à la CRI en 1932, année de sa création. Par la suite, il trouve un travail de comptable dans une usine du 15e arrondissement de Paris, mais continue de rendre régulièrement visite à Francis Queguet rue Garancière. Ces 6 années passées au service de la maison d'édition Francis Queguet a permis à ces deux personnages d'avoir des liens assez étroits. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'en 1942, Gaël informe de ses activités de résistants. Gaston Garot décide alors de se joindre au mouvement de résistance, au service de Francis Queguet, un agent de liaison, et il tapait aussi le bulletin d'information de la presse combattante. Donc on vient en fait maintenant le 23 mars, alors qu'il tapait le bulletin, il entend dans son bureau le mot Gestapo. 4 hommes se présentaient alors, de noir vêtus, gabardines, revolvers, exactement le type de personnes que l'on peut voir dans les films retraçant cette période. Il chercha à rapidement cacher toutes les pièces pouvant présumer une quelconque activité clandestine, au risque de finir torturés ou encore tués. Les 4 hommes rassemblent toutes les personnes dans la pièce, et demandent en hurlant « Où se trouve le patron ?» Personne ne répond. Chacun savait évidemment qu'une telle indication signifierait la mise à mort du Guet, et peut-être même des autres. L'un des officiers allemands lui demanda s'il était Pierre, les pseudonymes utilisés à l'époque, on a parlé de Lucius, certains Max et d'autres. Il répondit non, et l'Allemand lui répondit sèchement vous foutez de moi. Quelques minutes plus tard, après n'avoir avoir trouvé, il décide de fouiller. Chacune des personnes se trouvait dans la salle. Regarde, Gaston Garot savait que Dan Muller, à ce moment-là, avait des papiers du CNR. Évidemment, ça a été retrouvé par la Gestapo. Ils ont été arrêtés et envoyés à Dachau. Gaston Garot, lui, fut pas arrêté quelques jours plus tard lorsque les suspicions à son égard devenaient de plus en plus importantes. La Gestapo se mit à rechercher. Massey, surnommé le petit Belge à l'époque, lui dit, après l'avoir arrêté, on ne va pas te localiser. Ce soir, on va à Fresnes. Le lendemain, il devait connaître le même supplice, celui de la baignoire, peut-être que vous le connaissez. Quelques jours plus tard, lui aussi fut déporté à Dachau. Fort heureusement, Gaël et Bidault ne se trouvaient pas là à ce moment-là. Ils étaient l'un à Marseille, l'autre rive droite à Paris. Là, ça démontre une seule chose finalement, c'est avec cet engagement en tout cas qui paraît un peu loin, comme ça quand on est un peu jeune. Et c'est sans doute assez rare, surtout qu'on vienne nous chercher comme ça chez nous sans raison, parce qu'on mène un combat, enfin assez juste finalement. Un engagement politique tout simplement. Ça paraît encore très distant comme ça, 60 ans. Après, finalement, c'est pas si loin, ça pourrait peut-être encore arriver. Voilà. Les faits ont été manifestés de manière très pertinente. Je
le monde. Ce que je voulais faire, c'est une chose simplement, c'était associer, et ça revient un peu à ce qu'a dit la personne devant, le côté familial, et associer notre grand-mère. Pardon. Voilà. Associer notre grand-mère à cette journée, parce que je pense qu'elle l'a accompagnée depuis son mariage jusqu'à la fin de sa vie, dans toute son action de militant, et je l'ai connue beaucoup, puisqu'elle avait la gentillesse de porter, je pense, pas mal d'affection à moi, du fait de mon nom, et j'ai pu comprendre, effectivement, quelle a été l'action de Francis Huguet, et après ça, avoir des témoignages en direct de la part de toutes les personnes que j'ai pu rencontrer, toujours très positifs, et c'est vraiment un militant démocrate chrétien.